Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire de Central Supélec Executive Education sur le cloud. On va s'intéresser aujourd'hui particulièrement au sujet du multi-cloud, tous les défis qu'il pose et aussi les bénéfices qu'il apporte aux entreprises. Next. Alors, je suis Pierre-Frédéric Rouberti, je m'occupe de formation continue à Central Supélec Exed. Je suis aujourd'hui avec Guillaume Plouin, qui a la double responsabilité d'être à la fois le DSI d'une organisation qui s'appelle la Fresque du Climat, et également en charge des programmes IT et digital à Central Supélec Exed, également animateur dans nos formations, ainsi que Michael Robert, qui est lead DevOps et SRE donc chez Yubo, qui a une grande expérience d'infrastructures à gros volume dans différentes entreprises et donc sur le cloud public en particulier. Bonjour messieurs. Bonjour. Tu veux qu'on se présente plus longtemps ou pas? Eh ben écoute, vas-y Guillaume. Alors, je vais juste rajouter un mot pour dire que je travaille dans une ONG écologique qui s'appelle la Fresque du Climat, mais qui a une particularité, c'est qu'on est en mode exponentiel. C'est-à-dire que on a déjà sensibilisé 200 000 personnes et on veut en sensibiliser 1 million. Et donc, de fait, on a des problématiques de scaling pas inintéressants. Donc, ça me servira peut-être un peu d'exemple dans la suite de la présentation. Michael, tu veux rajouter un mot aussi? Pour ma part, je travaille principalement sur tout ce qui est sujet d'infra qui ont des gros besoins de scalabilité avec des trafics assez forts. Tant qu'il n'y a pas des milliers de requêtes par seconde, ça me concerne pas trop. Et sur toutes les problématiques de fiabilité et de performance qui va autour. Mais depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup aussi à la gestion des coûts qui vont avec, puisque c'est des infrastructures qui peuvent vite coûter très cher. Ok, allons-y. Donc aujourd'hui, notre thématique est autour du multi-cloud, hein, de toutes les opportunités, les portes qu'il ouvre, et en même temps donc les enjeux qu'il va falloir adresser si on veut faire du multi-cloud. Donc je vais commencer par dresser le décor, donner quelques éléments de contexte, puis je passerai la main à nos experts, hein, Guillaume et Mickaël, qui viendront donner quelques clés, des retours d'expérience sur comment s'en sortir face à toutes ces possibilités qu'offre maintenant le multi-cloud. Alors, je voulais commencer par cette référence à une étude récente de McKinsey qui s'adresse aux directeurs généraux, hein, pas uniquement aux informaticiens, qui rappelle une chose qui me paraît extrêmement importante, hein, c'est qu'aujourd'hui, le cloud est l'une des principales sources de création de valeur pour les entreprises. On n'est plus en train de parler d'optimiser le fonctionnement de l'IT, hein, ça fait partie effectivement des bénéfices qu'on peut tirer du cloud, mais c'est surtout un facteur d'innovation extraordinaire pour toutes les entreprises. Et il y a un relais de croissance important, hein, dans la mise en place de nouveaux business models dans le cadre de la transformation numérique des entreprises. Donc ça vous donne un petit peu la place centrale qu'occupe aujourd'hui le cloud dans la vie des entreprises. Suivant, Guillaume. Voilà, alors qu'on soit tous, je dirais, bien d'accord, hein, le cloud, c'est un sujet qui commence à être relativement ancien, ça fait plus de 10 ans que ça s'installe dans les entreprises. Il est aujourd'hui généralisé. On a des études, par exemple, d'IDG en 2020 qui expliquent que les répondants à leur enquête, à plus de 92%, donc expliquent qu'ils sont présents déjà d'une façon ou d'une autre dans le cloud, hein, soit dans du cloud d'infrastructure ou du SaaS. Les entreprises ont commencé à bâtir des compétences avec des équipes dédiées ou des centres d'excellence sur le cloud. Ça, c'est le rapport de RightScale de 2019. Et puis, l'étude Statista de 2021 que vous avez en bas à gauche montre la part croissante que représente le cloud dans les dépenses IT des entreprises. Vous avez un mix cloud public et privé qui représente aujourd'hui à peu près 2/3 de la dépense. Donc, ça, c'est déjà extrêmement significatif. Donc mon message sur ce slide, c'est on n'est plus à se poser des questions sur cloud ou pas cloud, hein. Le cloud est une brique essentielle et aujourd'hui communément répandue dans les entreprises de toute taille, grandes comme petites.
Alors d'une part, il a une place très importante, mais en plus, elle continue d'augmenter. On a des projections du Gartner, là aussi, qui sont récentes, hein, qui datent d'avril 2021, qui expliquent la continuité finalement de cette croissance du cloud. Le schéma est intéressant parce qu'il montre aussi que le cloud, c'est avant tout des services en mode SaaS. Hein, c'est là que se fait le gros du chiffre d'affaires aujourd'hui sur le cloud. Mais que finalement, tous les types de services, IaaS, PaaS ou SaaS, sont en croissance continue. Hein. Et les événements récents qu'on a pu connaître avec la pandémie de coronavirus ont encore accéléré ce mouvement. Hein. Dans l'étude Flexera de 2021 sur l'état du cloud, il y a cette enquête qui montre que le Covid-19 a poussé encore plus les entreprises à fonctionner en mode cloud parce que c'est un facteur qui permet le télétravail en particulier. Et donc, je dirais que non seulement le cloud est présent dans toutes les entreprises, mais en plus, sa place est grandissante. Alors, pourquoi? Parce que l'offre est tout à fait intéressante. Hein. Les promesses du cloud sont énormes. On est face à des fournisseurs qui sont extrêmement innovants. Hein. On a des nouveaux services qui sortent extrêmement régulièrement. J'ai pris l'exemple d'AWS, mais on pourrait dire la même chose pour ses concurrents. Vous voyez le nombre de nouveaux services annoncés avec une explosion en 2019. On a plus de 1800 services nouveaux qui sont annoncés par AWS. Les autres fournisseurs, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, IBM, Alibaba, Oracle sont sur la même tendance. Hein. Donc, vous avez ce foisonnement de l'offre côté GaaS, mais vous l'avez également côté SaaS. Hein. Donc, j'ai pris l'exemple de Salesforce qui a prouvé depuis longtemps que le modèle du SaaS fonctionne et permettait donc aux entreprises de bénéficier de services innovants et donc pour un éditeur comme Salesforce d'avoir beaucoup de succès. Mon message sur le SaaS, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un SaaS à peu près pour tout et n'importe quoi. Vous avez des éditeurs extrêmement nombreux qui sont positionnés sur ce marché. Rien que sur le marché européen et même sur le marché français, vous avez plus de 200 acteurs. Donc aujourd'hui, vous avez vraiment tout disponible sur étagère, quels que soient vos besoins fonctionnels, métiers, cœur de métier, verticaux ou support. La probabilité est très forte qu'il y ait une solution SaaS qui existe pour remplir ce besoin-là. Donc face à cette pléthore de solutions, on peut construire des SI qui vont largement tirer profit du cloud. Alors là, je parle de cloud public hein, principalement, mais en plus, vous pouvez rajouter des solutions à base de cloud privé, bien évidemment. Ce qui m'amène à essayer de lister finalement les quelques enjeux qu'on a aujourd'hui au niveau du cloud, qui sont des retours qu'on a d'un certain nombre de clients avec lesquels on travaille. Un enjeu autour de l'expertise. Hein. Mettre en œuvre toutes ces solutions de cloud, ça nécessite d'avoir des compétences. Donc, il faut former, transformer ces équipes, les faire monter en compétences et réfléchir à quelle organisation je mets en place pour faire du cloud. Il y a des nouveaux rôles qui apparaissent. Il y a une nécessité de créer ces nouveaux rôles et de monter en compétences et quelque part de suivre aussi le rythme des innovations qu'on vient de voir sur le slide précédent. Un deuxième enjeu autour de l'impact organisationnel. Une des promesses les plus importantes du cloud pour les entreprises, c'est l'agilité et l'innovation. Et ces bénéfices, un certain nombre d'entreprises commencent à trouver qu'elles ont du mal à complètement les obtenir, non pas à cause du cloud lui-même, mais plutôt à cause de leur propre organisation et du fait que quand mon organisation reste en silo, reste pyramidale, je ne vais pas atteindre toute l'agilité que je pourrais prétendre atteindre grâce au cloud. Donc à un moment donné, si on veut vraiment faire de l'agile, du DevOps, du développement, de l'intégration, déploiement continu, etc., va se poser la question d'un changement organisationnel interne, d'un changement de mentalité, de posture. Et le petit schéma que vous avez ici à gauche montre un peu aujourd'hui les différentes tendances en termes de management des organisations qui émergent hein, pour faire de plus en plus évoluer l'entreprise vers une entreprise libérée où on va responsabiliser les acteurs versus les schémas organisationnels classiques. Et donc, le cloud pousse aussi à traiter ce genre d'enjeux
C'est un peu au-delà de notre sujet d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'il faut garder dans un coin de sa tête, puisque parmi les gens avec lesquels on travaille, on a des gens qui sont relativement avancés sur le cloud et qui se disent bah, on a une limite aussi interne qui est due aussi à notre organisation. Le troisième point que je voulais citer sur ce slide, c'est les enjeux d'architecture. On a fait beaucoup de lift and shift depuis l'émergence du cloud. On s'est bien sûr rendu compte que c'était pas là qu'on avait le plus de bénéfices, et qu'on avait même un certain nombre de limites, qu'à un moment donné, il allait falloir penser à refactorer ou à réécrire un certain nombre de nos applications. Alors, je vous ai mis le schéma des 6 R là, d'AWS, mais il y a différents schémas d'adoption du cloud qui existent sur le marché. À un moment donné, il va falloir faire l'investissement et l'effort de penser à construire des solutions qui soient cloud natives, qui tirent tous les bénéfices du cloud parce qu'elles sont architecturées pour le cloud, ce qui est un effort non significatif et pas simple à faire parce qu'il y a beaucoup d'options disponibles. Rien que si on parle d'infra, Michael vous en parlera, entre de simples VM, des containers, du serverless, vous avez beaucoup d'options différentes et pas forcément simple de choisir. Et puis j'ai mis également le sujet de la sécurité dans ce thème de l'architecture. Alors ça peut choquer certains. Je dirais que pour moi aujourd'hui, la majorité est convaincue que en termes de sécurité, les solutions cloud sont beaucoup plus avancées que ce qu'on pouvait faire on-prem. Et qu'aujourd'hui, finalement, l'enjeu, si on veut se sécuriser dans le cloud, c'est surtout d'adopter les bons patterns, les bons modèles de sécurité qui sont disponibles d'ores et déjà dans le cloud et correctement les intégrer dans sa propre mise en œuvre du cloud. Donc, c'est plus finalement un sujet d'architecture qu'un problème purement de sécurité. Si on utilise tous les outils qui sont disponibles, on peut construire des solutions très bien sécurisées avec les services qui sont disponibles. Voilà, donc après ces trois premiers enjeux, les trois suivants. Alors, le sujet de la maîtrise des coûts, on y reviendra également tout à l'heure. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'après 10 ans, le cloud devient généralisé, comme je disais tout à l'heure, et du coup, on a des entreprises qui y consacrent une part très significative de leur budget IT. Dans la dernière étude de Flexera, vous voyez qu'il y a des gens qui, même une majorité de répondants, qui expriment qu'ils dépensent plusieurs millions d'euros sur du cloud public aujourd'hui par an. Et donc forcément, ça braque un peu les projecteurs sur cette dépense. Alors le cloud fait probablement faire pas mal d'économies à des entreprises, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a des sous-optimisations et qu'il y a de quoi faire encore de grandes économies si on réfléchit mieux à son usage du cloud, à la façon dont on architecture ces solutions. Et pour contrôler cette envolée des dépenses cloud, il va falloir mettre en œuvre un certain nombre de mécanismes, et notamment du monitoring des coûts, du FinOps, ce genre de choses, et on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, ça devient un sujet, puisque quand on dépensait 10 000 euros par mois, c'était peut-être pas un sujet. Quand on dépense 10 millions, ça devient forcément un sujet. Notre sujet, c'est la dépendance aux fournisseurs. Si vous avez migré de manière relativement importante, vous aussi dans le cloud, forcément, vous posez la question de la dépendance que vous avez aux fournisseurs que vous utilisez. Et donc, assez naturellement, une stratégie multi-cloud où on a plusieurs fournisseurs va permettre de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Dans la même étude de Flexera, on voit que les répondants expriment qu'ils utilisent un certain nombre de clouds. Vous voyez, on est entre 3 et 4. Donc, c'est clairement un sujet. Et puis, le thème de la conformité, de la confidentialité des données, de la souveraineté, qui est un sujet qui est cher à pas mal d'entreprises et d'organisations françaises, a évolué récemment, parce qu'il y a eu un certain nombre d'annonces, notamment de l'État français par rapport au cloud de confiance, qui change un petit peu la donne, et donc qui vient donner des options supplémentaires pour des entreprises françaises d'utiliser du cloud. Alors juste un petit mot là-dessus, je laisserai après à Guillaume revenir plus en détail là-dessus. Il y a un peu deux sujets pour moi qui sont des évolutions récentes de ce thème de la souveraineté. L'initiative Gaia-X au niveau européen, tirée par des Allemands et des Français, qui pour moi en deux mots est une sorte de place de marché qui va permettre de garantir un certain niveau de service et de réguler finalement des services cloud en Europe. C'est pas une initiative pour créer un hyperscaler européen, il faut être clair là-dessus. C'est plus permettre aux acteurs européens et au-delà de l'Europe de quelque part de rentrer dans un cadre qui garantit une certaine
sécurité, une certaine qualité de service aux utilisateurs des services référencés sur cette plateforme. Et puis le 17 mai 2021, on a eu donc des annonces de Bruno Le Maire et de Cédric O sur la stratégie cloud de l'État français, qui est réaffirmée. Et puis donc des annonces autour de cette notion de cloud de confiance, dans le prolongement de ce qu'avait proposé l'ANSSI avec Secnum Cloud, la possibilité finalement, si je résume, pour des fournisseurs français d'opérer sous licence des technologies d'hyperscalers américains, mais étant basés en France sur des infrastructures françaises opérées par des acteurs français, de garantir une certaine souveraineté. Alors, je dis certaine parce que je ne suis pas encore complètement persuadé que c'est sûr à 100%, mais globalement, l'idée, c'est de s'affranchir du Cloud Act et des normes américaines, et enfin de permettre à des organismes français d'utiliser des services de cloud public, qui apparaît finalement comme une option supplémentaire. Vous pouvez faire du cloud privé, vous pouvez faire du cloud public chez un hyperscaler américain, ou du cloud public chez un fournisseur français, ou vous pouvez faire appel à ce cloud de confiance. Donc, on a entre les mains un certain nombre de cartes d'options qui sont intéressantes et qui vont probablement permettre encore au cloud de se déployer davantage dans les organisations en France. Voilà, donc du coup, on en vient au cœur du sujet, qui est le multi-cloud. Et alors l'étude de Flexera 2021 est très édifiante par rapport à ça. Tous les répondants affirment aujourd'hui, l'immense majorité, 92%, faire du multi-cloud. Ce qui est intéressant, c'est que c'est relativement complexe comme approche, puisque ce qui est majoritaire, c'est du multi-cloud public, donc plusieurs fournisseurs de cloud public, et du multi-cloud privé, plusieurs solutions de cloud privé. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez sophistiqué. Ce qu'on voyait tout à l'heure d'ailleurs dans le chiffre, entre 3 et 4 fournisseurs, enfin solutions de cloud différentes sont utilisées dans les entreprises qui ont répondu à cette enquête. Ce qui est intéressant également de regarder, c'est le schéma qui est en bas à droite. C'est qu'est-ce qui est fait dans ces solutions multi-cloud. Alors, il y a pas mal de solutions dites hybrides. Donc, vous avez des solutions qui vont être plutôt cloud privé avec des débordements ou des backups qui sont dans du cloud public. Sinon, vous avez des approches dans le cloud public qui sont plutôt silotées, c'est-à-dire qu'on a une application complète sur un domaine fonctionnel qui est dans un cloud d'un fournisseur. Et finalement, la mobilité des workloads entre clouds n'est pas vraiment la norme. Donc, on sent derrière ça, en fait, les clients vont utiliser le service d'un fournisseur parce qu'ils considèrent que c'est le meilleur service. Et c'est vrai que chaque fournisseur a ses points forts et ses points faibles. Et donc, on va faire un mix de tout ça en fonction de critères de qualité dans une approche un petit peu best of breed. Ce qu'on avait pu envisager à une époque, ce qu'on appellerait le cloud brokering, la possibilité de faire bouger très dynamiquement des workloads en fonction peut-être par exemple de conditions tarifaires, se fait assez peu, parce que c'est très compliqué à organiser. Alors ça sera peut-être un petit peu plus sur des approches conteneurs, mais sur des approches de cloud plus classiques à base de machines virtuelles, c'est moins le cas. Donc c'est du multi-cloud, mais cantonné quand même à certaines approches architecturales quand même relativement limitées. Voilà. Alors pourquoi on fait du multi-cloud? Je le disais à l'instant, parce que dans une approche best of breed, si j'utilise différents fournisseurs, je vais pouvoir utiliser ce qu'ils font de mieux chacun. Donc j'ai plus d'options, j'ai plus de cartes en main pour répondre aux besoins de mes métiers. Ça peut également me permettre de limiter dans une certaine mesure la dépendance à un seul fournisseur. Je dis potentiellement parce que ce que je viens de dire précédemment, on n'était pas forcément dans cette approche-là. On était dans un panachage de différentes solutions, mais sur un besoin métier, je suis potentiellement quand même dépendant d'un fournisseur. Donc, il faut faire attention à ça. Bon, néanmoins, stratégie de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est quand même bien un des bénéfices du multi-cloud. Et du côté des limites, ou en tout cas des contraintes, faut comprendre que forcément, ça va être plus complexe à maîtriser. On va avoir des questions autour de est-ce que je peux avoir
un tableau de bord complet de tous mes coûts cloud qui soit transverse à l'ensemble de mes fournisseurs, c'est pas forcément simple. J'ai envie d'avoir des outils de management, d'exploitation, de supervision qui soient unifiés. Là aussi, c'est pas forcément trivial à mettre en œuvre. Et Michael vous en reparlera. Donc, on crée une certaine complexité par rapport à ça, hein, qui est un peu le pendant de la liberté et de la performance que ça peut nous apporter. Et puis, un autre point qui est non négligeable aussi, hein, c'est que ça veut dire que vous montez en compétences, vous investissez sur différents outils. Donc, à la fois sur des activités d'architecture, de build et ensuite des activités de run. Il va falloir être présent sur différents fournisseurs, donc forcément un effort plus important à fournir. Et puis, ça peut limiter un petit peu les synergies. On verra que plus je consomme chez un fournisseur, plus je peux faire des économies d'échelle. Là, j'en ferai peut-être un petit peu moins. C'est un petit peu le pendant de l'indépendance que je peux trouver dans cette stratégie. Voilà. Donc, pour conclure mon propos introductif, hein, je dirais que je m'aperçois que j'ai une multitude de solutions qui s'offrent à moi, que probablement la meilleure façon de tirer profit du cloud, c'est d'être dans une stratégie multi-cloud, où je vais avoir une approche différenciée suivant le type de besoin métier, la sensibilité des données, le type de performance que je recherche, et aussi des budgets que je peux y consacrer. Donc aujourd'hui, en tant que décideur IT, je vais me poser la question de quelle stratégie adopter, hein, et comment arbitrer, quelles sont les clés pour décider de prendre telle ou telle solution. Et donc je vais passer la main maintenant à Guillaume et Michael qui vont partager quelques réflexions sur comment décider, hein, et comment se forger une stratégie par rapport à cette multitude d'options cloud. Alors, merci Pierre-Frédéric. Donc, je reprends la main en premier. Alors, moi, j'utilise du cloud, alors en particulier la messagerie de Google depuis 2008. Alors, il se trouve que je l'utilise en permanence depuis 2008 parce que à chaque fois que j'ai changé de boîte, j'ai réussi à imposer la messagerie de Google là où j'arrivais. Bon, ça c'est un peu anecdotique. Et j'opère des systèmes d'information multi-cloud depuis 2012, full cloud et multi-cloud, hein. C'est-à-dire que j'opère des systèmes d'information complètement dans le cloud avec évidemment l'intérêt que c'est managé, enfin, qu'il y a un minimum d'intervention à faire en termes de production, entre autres choses. Alors évidemment, vous en doutez bien, quand je dis j'opère des systèmes d'information multi-cloud depuis 2012, je ne parle pas de très grandes entreprises, hein, je parle plutôt d'entreprises de taille moyenne. Et donc là, maintenant, je vais faire un petit focus. Alors d'abord sur le SaaS, parce que en fait, Michael vous parlera mieux que moi du IaaS, des conteneurs, des choses comme ça. Donc moi, je vais commencer par parler un petit peu du SaaS. Et puis aussi, je vais essayer de dresser un peu un tableau des problématiques du multi-cloud, et puis essayer de faire un petit retour d'expérience sur la gestion des problématiques du multi-cloud. Alors là, maintenant, tout de suite, je vais distinguer surtout trois éléments. Un élément que j'appellerais l'entropie, l'urbanisation. Enfin, alors pour être plus précis, dès lors qu'on a N cloud, se pose la question d'avoir quelque chose d'à peu près cohérent, puisque le système d'information va être dispersé sur la planète. Donc une première problématique, ça va être celle de maintenir cette cohérence et donc de limiter l'entropie, hein, pour parler en physique. Donc je vais parler d'abord de problèmes d'entropie. Ensuite, je vais vous parler de problèmes de coût. Effectivement, on va voir qu'il y a des problèmes de coût, ça Pierre-Frédéric l'a déjà un peu évoqué. Et puis, je parlerai aussi de problèmes de confiance. Est-ce que on va mettre ces services dans des clouds américains, des clouds européens, des clouds français? Donc là, je vais un peu paraphraser encore Pierre-Frédéric. J'essaierai d'apporter un regard un peu différent. Alors, je vais commencer par le SaaS. Alors ça, Pierre-Frédéric l'a un peu dit aussi, c'est que en fait, il y a aujourd'hui une pléthore d'offres sur le cloud. Alors moi, ce que je dirais, c'est que pour une entreprise aujourd'hui qui veut choisir un nouveau service, mettons un service, je sais pas, de CRM ou un service de marketing, de mailing, ou bien un service de facturation, ou bien un service de visio, pour tous les services possibles, me semble-t-il, vous avez au moins 10 options sur le cloud. Et donc, vous n'avez que l'embarras du choix. En fait, le problème est plutôt de choisir la bonne solution. C'est-à-dire que le problème, pour moi, est de ne pas louper une solution de référence et puis de faire son analyse de critères, mais tout est présent quasiment dans le cloud.
Donc, il y a quelques années, par exemple, j'organisais des événements et puis j'ai découvert comme ça qu'il y avait plein d'outils pour gérer des événements, générer des badges, générer des présences, des choses comme ça. Enfin, il y a pléthore d'outils. Donc, à mon sens, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller chercher des outils autres que le cloud lorsqu'on a une nouvelle fonctionnalité à adresser. Bon, quand je dis ça, hein, je suis dans un esprit plutôt digital, hein, c'est-à-dire que j'ai une culture plutôt digitale. Hein, je reviendrai sur les grands comptes après. Mais pour moi, tout est dans le cloud et ça n'a pas grand intérêt d'aller chercher ailleurs. D'autant plus que, comme l'a dit Pierre-Frédéric, dans le cloud, les choses sont souvent plus innovantes. Hein. Il y a souvent des rythmes d'évolution des offres qui sont plus rapides. Et donc, on a un gain en innovation qui est intéressant. Alors donc ce petit schéma était là pour montrer on trouve énormément de choses dans le cloud et donc aujourd'hui, moi je dirais que quand on est une PME qui démarre, qui se crée ou une startup qui se crée, ce serait presque un crime de ne pas commencer dans le cloud. Hein. C'est-à-dire que ce serait un peu idiot d'aller installer des serveurs si c'est pas une nécessité première. Et donc on va se retrouver confronté tout de suite à cette problématique de cohabitation de plein de systèmes qui vont être à différents endroits, localisés à différents endroits sur la planète. Alors du coup, je vais vous parler un petit peu de cette problématique d'entropie. Alors c'est un schéma qui vise à donner un peu une solution un peu généraliste. Hein. On va avoir un tas d'outils dans le cloud. Alors pour certaines entreprises, on aura aussi des outils internes quand même. Hein. Ça va dépendre un petit peu des entreprises dont on parle. Pour les entreprises qui ont un gros existant, pour les grands comptes, il y aura une grande partie de l'informatique en interne. Comme je disais, pour une PME qui démarre, il n'y aura peut-être pas grand-chose en interne. Toujours est-il qu'il va falloir créer une cohérence. Et alors, pour aller un peu vite, parce que bon, on fait une petite présentation rapide ce midi, je dirais qu'il y a quelques grandes problématiques à adresser. Il y a une problématique de sécurité et de single sign-on que j'ai appelé sur ce schéma IAM, Identity and Access Management. Donc, globalement, il s'agit d'avoir un système cohérent de gestion des comptes utilisateurs, d'avoir un système qui leur permette de se loguer une fois et puis de bénéficier du single sign-on entre les différents systèmes cloud. Et éventuellement d'avoir une authentification forte, enfin d'avoir quelque chose de cohérent, unique et renforcé en termes de sécurité. Donc ça, c'est une problématique très très classique d'un système d'information multi-cloud. Et aujourd'hui, c'est assez bien adressé. En général, les grandes entreprises ont un annuaire de sécurité qui est capable de travailler avec des outils cloud. Donc ça, il me semble que ça, c'est un des incontournables aujourd'hui de toute entreprise qui veut faire du multi-cloud, c'est de mettre en place une solution de gestion des identités unifiée et de la proposer aux métiers qui veulent aller vers le cloud. Parce que effectivement, j'ai oublié de le dire sur ce slide, mais il y a beaucoup d'offres dans le cloud, mais ce qui se passe aujourd'hui beaucoup, c'est que les métiers vont faire leurs courses tout seuls. Moi, en ce moment, par exemple, j'ai quelqu'un qui cherche une gestion des fonctionnalités RH, et donc je vais arrêter de vouloir trouver à sa place. C'est-à-dire qu'en tant que DSI, je lui donne une grille de critères, je lui donne quelques éléments à ne pas louper, mais je laisse les métiers faire leurs recherches par eux-mêmes. Et donc, je pense que quand les métiers font leurs recherches par eux-mêmes, il faut leur demander de s'intégrer avec un système de gestion des identités qui sera proposé par la DSI. Deuxième sujet important, c'est l'intégration. On a forcément besoin d'avoir des flux d'informations qui circulent entre les différents systèmes. Et donc là-dessus, il y a aussi des solutions pour véhiculer de l'information entre un CRM qui serait dans le cloud, un CRM qui sera dans la mur de l'entreprise, des choses comme ça. Alors, je reviendrai sur des solutions de ce genre-là dans le slide suivant. Une troisième problématique, c'est le réseau. Alors, le réseau, on peut le voir à différents niveaux. Le réseau, c'est la qualité de service et c'est la sécurité. Donc, on peut souhaiter avoir une qualité de service et donc mettre en place entre les opérateurs cloud et le système interne des liens privés, des liens des VPN, des choses comme ça, donc qui vont assurer éventuellement, donc pour du VPN, plutôt de la sécurisation des flux, et puis pour des liens privés, plutôt de la qualité de service sur le débit de ces flux. Donc il y a un sujet réseau qui est assez récurrent. Et puis il peut y avoir un sujet d'interface, un sujet portail, qui est de proposer à ces utilisateurs métiers qui utilisent des tas de services cloud, une interface qui leur permet de retrouver un peu les différentes URL, les différents services auxquels ils veulent accéder.
Alors concrètement, pour adresser ces problèmes d'entropie, je dirais qu'il y a deux grandes gammes d'outils. Il y a des outils qu'on va pouvoir mettre dans les murs de l'entreprise et puis des outils qu'on va trouver dans le cloud. Alors, en première approximation, en simplification, je dirais que les grandes entreprises vont peut-être plutôt recourir à des outils qui seront on-premise, donc dans les murs de l'entreprise, et puis que les startups et les PME plus dans des outils qui sont dans le cloud. Donc concrètement, en termes de gestion des identités, les grands outils classiques et qui existent depuis 20 ans, que sont IBM Tivoli, Microsoft Active Directory, Oracle Identity Manager, tout ça, ça permet de faire de la gestion des identités avec des services cloud. À côté de ça, pour une startup, il y a d'autres outils comme PingOne, OneLogin, Okta qui permettent de faire de la gestion des identités, mais avec un annuaire d'identité qui est lui-même dans le cloud. Donc il y a ces possibilités-là. En termes d'intégration, eh bien là aussi, il y a des outils classiques qui existent depuis 20 ans, comme WebServer, Beanstalk, WebMethods, etc., qui peuvent permettre de faire de l'intégration dans le cloud, comme on le voit ici. Hein. Et puis, il y a une nouvelle génération d'outils qui sont eux-mêmes dans le cloud, alors comme Zapier, RunMyProcess ou d'autres, qui permettent de faire l'intégration multi-cloud avec un outil qui lui-même est dans le cloud. Alors, moi, personnellement, j'utilise Zapier depuis quelques années. C'est un outil qui est assez efficace, mais j'en parlerai juste après de ses avantages et de ses défauts. Enfin, sur la partie réseau, eh bien, il y a, comme je l'ai dit à un moment donné, il y a des systèmes un peu à l'ancienne, comme Orange, qui propose des réseaux MPLS à l'échelle internationale, et puis il y a des systèmes qui sont proposés par les opérateurs cloud, qui sont des liens dédiés entre, par exemple, Amazon ou Azure et votre système d'information. Donc il y a pas mal de solutions, je dirais, pour résoudre ces problématiques de complexité et d'entropie. Ça nécessite quand même un gros effort d'architecture. Hein. C'est-à-dire c'est pas, il n'y a rien de trivial là-dedans, mais il y a des solutions. Donc ça va être un des gros problèmes du multi-cloud, c'est cette entropie. Évidemment, plus il y a de cloud utilisé, plus cette entreprise sera difficile à gérer. Donc plus il y a de petits services sur la gauche, plus il va y avoir de travail d'architecture. Mais je dirais qu'il y a quand même des solutions aujourd'hui. Alors, je voulais m'arrêter un instant maintenant sur les coûts. Alors, Pierre-Frédéric en a un peu parlé et Mickaël en parlera d'une manière plus détaillée sur certains aspects. Moi, je vais donner un premier niveau d'explication un peu simple, qui est de dire que dans le cloud, vous avez des solutions no-code, des solutions de start-up et des solutions grand coût. Alors, ce que j'entends par solution no-code, vous savez, c'est des outils qui permettent de faire des petits applicatifs sans recourir à la programmation. Alors, par exemple, avec Google Sheet, on peut faire des formulaires, on peut faire des formulaires Google Forms, on peut traiter des données, faire des graphiques, faire des choses plus ou moins abouties sans faire une ligne de code. Ou alors, il y a un autre outil qui monte un peu en puissance actuellement qui s'appelle Airtable, qui permet aussi de faire des applications basées sur des bases de données relationnelles. Et là aussi, on n'a pas besoin de faire du code. Alors, ce qui est intéressant avec ce type d'outil, c'est que c'est quasi gratuit au démarrage, c'est-à-dire que c'est soit gratuit, soit pour des prix modiques. Par contre, ça passe pas à l'échelle. Donc, typiquement, Airtable ne permet pas de faire des bases de données de plus de 100 000 lignes. Et Google Sheet, il me semble que c'est 40 000 lignes. Donc, on a certains outils cloud, vous voyez, qui sont pas chers, mais qui passent pas à l'échelle. Donc, premier point, ça peut rendre service, mais c'est des outils qu'il faudra abandonner à un moment donné. Ensuite, il y a des solutions que j'ai appelées ici des solutions de start-up. Alors, il y a des startups qui démarrent, vous voyez, qui ont envie d'aller vite, hein, parce que c'est le propre des startups, c'est d'être exponentiel, c'est de vouloir monter en puissance assez vite pour pouvoir prendre un marché. Et il y a des outils qui sont extrêmement facilitateurs pour développer vite un service en ligne. Par exemple, la plateforme as a service Heroku, rachetée par Salesforce, Heroku, ça permet de mettre du code en ligne très rapidement avec un effort extrêmement minimaliste de la part des développeurs. On n'a pas besoin d'équipe de production et ça scale pas mal. L'autre exemple, c'est celui que j'ai évoqué juste avant, c'est Zapier. Zapier, ça permet de véhiculer des flux entre des tas de systèmes cloud de manière assez facile, parce qu'il y a une énorme bibliothèque de connecteurs, enfin c'est assez facile à prendre en main. Mais par contre, Zapier, ça a une augmentation des coûts qui est, alors j'appelais ça linéaire à fort coefficient, c'est-à-dire que au début, c'est vraiment pas cher, mais si vous commencez à avoir, je sais pas moi, 100 000 flux par jour, ça commence à être très onéreux comme solution. Donc il y a des solutions qui sont intéressantes pour démarrer, donc comme Heroku ou Zapier, qui sont très intéressantes pour des startups qui n'ont pas encore fait leur exponentiel.
mais qui peuvent à un moment donné devenir, je veux dire, rébarbatifs sur le plan des coûts. Et après, vous avez des solutions qui sont pour des startups établies. Alors, c'est plus des startups, hein, c'est des entreprises qui ont fait leur exponentiel, des grands comptes, enfin des entreprises plus grandes. Alors, des solutions pour lesquelles le ticket d'entrée est plus important parce qu'il faut monter en compétences. Par exemple, les containers, les Google Kubernetes Engine. Ça, c'est des outils qui sont pas triviaux à prendre en main. Il faut des gens assez skillés, hein, je dirais, comme Michael pour pour les gérer. Ou alors il y a d'autres types de SB qui sont plus complexes que Zapier. Donc il y a une barrière à la prise en main, il y a une barrière au paramétrage, à la production, etc. Mais par contre, il va y avoir une augmentation des coûts qui sera moins, avec une pente moins forte. Et donc ça, c'est des solutions qui vont plus intéresser des entreprises de plus grande taille. Voilà, donc c'est pour faire une classification un peu des outils avec cette réflexion sur les coûts. Et donc, il y a certaines entreprises qui vont commencer, on va dire, par des solutions de type no-code ou startup, et puis qui ensuite changeront. Alors ça, c'est un point sur lequel moi, je n'ai pas trop de complexe. Hein. Je dis qu'il faut faire du refactoring dans la vie et que de temps en temps, on est obligé de faire évoluer son architecture et que c'est normal et qu'il faut faire avec. Hein. Alors, autre aspect qu'a un petit peu évoqué Pierre-Frédéric, c'est la confiance. Alors la confiance, c'est toute cette problématique de cloud américain ou pas américain. Donc en deux mots, Pierre-Frédéric l'a peut-être pas formulé exactement comme ça. Le Cloud Act dit que les entreprises dont le siège est aux États-Unis doivent ouvrir les bases de données à la NSA, le service de renseignement américain, même si ces bases de données sont situées en France. Alors par rapport à ce problème-là, on a pas mal de tensions, hein, en particulier au niveau des grands comptes. C'est vrai qu'un Airbus, une BNP Paribas n'ont pas très envie que la NSA fouille dans leurs données. Alors la France a d'abord mis en place avec l'ANSSI des opérateurs d'importance vitale, donc qui ont obtenu une conformité, qui ont obtenu un visa pour dire que ce sont des opérateurs de confiance. Alors dans le monde, par exemple, de l'IaaS, vous avez OVH, vous avez Outscale, vous avez quelques opérateurs intéressants pour mettre en place des VM ou des containers. Et puis vous avez quelques opérateurs SaaS comme WooDrive ou DocuSign qui sont considérés comme validés au sens SecNumCloud. Mais bon, ça ne couvre pas tous les problèmes et tous les besoins. Et donc, comme l'a dit Pierre-Frédéric, suite à l'échec qui a eu lieu en 2012, alors en 2012, je ne sais pas si vous aviez assisté à ça à l'époque, mais on avait lancé avec la Caisse des dépôts deux initiatives de cloud souverain en partenariat avec SFR et Orange. Et à cette époque-là, il y avait plus ou moins l'ambition d'aller faire concurrence à Amazon ou à Microsoft. Mais cette ambition, bon, elle n'a pas pu être menée à bout, hein, donc ça a été un échec. Donc Numergy et CloudWatt, les deux initiatives de l'époque, se sont arrêtées. Et puis donc on l'a vu l'an dernier, on a relancé une initiative dont Pierre-Frédéric a déjà parlé. Alors cette initiative, elle est intéressante, mais en même temps, elle n'est pas totalement rassurante puisque on va mettre en place des normes pour être un cloud dit de confiance, mais les hyperscalers américains, donc les Amazon, Google ou Microsoft, seront admis dans le projet Gaia-X. Alors ça veut dire qu'on va essayer de trouver un compromis en disant, alors voilà, ça va être de l'Azure, ça va être du Microsoft, pardon, ça va être de l'Amazon, mais ce sera en France, et puis on essaiera de le faire opérer plutôt par des Français. Alors sachant que bon, le système a probablement des limites, parce que on imagine bien que quand Microsoft va faire des upgrades de sécurité sur Azure en France, il y a du logiciel qui va partir des États-Unis et atterrir en France, donc on ne sait pas bien si la NSA ne pourra pas récupérer de l'info au passage. On tend vers quelque chose de plus en plus rassurant pour les grands comptes, mais malgré tout, dès lors que les hyperscalers, les Google, Microsoft et Amazon sont dans la boucle, on peut toujours avoir un doute. Et donc on essaye de minimiser ce doute, de rassurer de plus en plus les grandes entreprises européennes, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de solution parfaite hein, pour avoir un cloud qui est toute l'innovation, toute la scalabilité des hyperscalers en étant dans une confiance totale. Alors voilà, en conclusion de cette petite présentation, donc j'avais pensé vous parler, faire un petit résumé. Donc pour moi, il y a un compromis à trouver entre de l'urbanisation, essayer de limiter l'entropie, essayer de limiter l'explosion des coûts, et essayer de rester dans une zone de confiance. Et là-dessus, je dirais qu'on n'a pas tous la même approche de la chose. Alors il me semble, de par mon expérience, que
dans le cas d'une petite entreprise, on va pas avoir trop de complexe à aller vers du full cloud public, éventuellement américain. Alors, pourquoi du cloud public? Parce que c'est managé et parce que dans une PME, on n'a pas forcément envie d'investir dans une équipe de production. Parce que à petite échelle, c'est souvent un peu coûteux. Et c'est souvent, alors dans le cas d'une PME qui n'a pas une très grosse compétence informatique, on peut constater des choses pas très urbanisées, hein, un manque de capacité d'intégration entre les systèmes je dirais par manque de maturité technique. Et alors, mon sentiment, c'est qu'une PME française aujourd'hui va aller faire ses courses dans un grand écosystème de sociétés françaises et puis chez les Américains. Alors, il faut pas rater le fait qu'il y a quand même pas mal d'opérateurs SaaS français, hein. Par exemple, moi, j'ai eu l'occasion d'utiliser celle-ci pour la comptabilité ou vos factures. Il y a, par exemple, dans le monde de l'événementiel, par exemple, je pense à EventMaker, qui est une société française. Il y a Sendingblue, qui fait du routage d'email, qui est une société d'origine française. Il y a Dashlane aussi, qui est une société d'origine française. Enfin, il y a pas mal quand même d'acteurs français dans le SaaS et le cloud. Et donc, on peut, dans le cas d'une PME, s'orienter vers des sociétés françaises. Alors, j'ai le sentiment que les PME le font plus par envie d'une proximité, parce que comme ça, on va pouvoir avoir du support en français avec des gens auxquels on pourra téléphoner. Ils font plus pour cette raison-là que par souci du cloud souverain. Bon, c'est mon sentiment. Alors ensuite, je dirais, dans ma catégorisation un peu simpliste, hein, il y a le cas des startups. Alors les startups, elles vont souvent commencer par des solutions très managées et US. Pourquoi? Parce que c'est les plus innovantes, c'est celles qui scalent le mieux. Alors, et puis ensuite, elles vont éventuellement revenir sur des solutions plus techniques au moment où elles auront atteint leur exponentielle. Alors, je donne l'exemple de Doctolib. Doctolib, d'après ce que j'ai pu comprendre, a commencé sur Amazon, sur Heroku, sur des solutions américaines assez faciles à prendre en main, avec une grosse compétence de développement. Et puis après, comme avec le succès aidant et s'étant fait un petit peu taper sur l'épaule par les autorités françaises, Doctolib a dû revenir vers des solutions plus classiques avec des machines virtuelles situées en France. Et, alors, je ne sais plus dans le détail si Doctolib est maintenant sur un opérateur d'importance vitale comme ceux que j'ai cités avant, mais en tout cas, il y a cette question de revenir à un système hébergé en France et avec une infrastructure un peu plus maîtrisée en interne. Donc on a pas mal de startups qui démarrent, je dirais, avec des solutions très managées d'intégration continue, et ensuite qui reviennent à des solutions où il faut une compétence IaaS ou une compétence Kubernetes pour avancer. Alors par rapport aux PME, il me semble que dans les startups, on a une plus forte compétence technique et on sait bien intégrer les systèmes via des API. Alors que dans certaines PME, il me semble que l'intégration multi-cloud peut être éventuellement un petit peu limite. Et enfin, je termine sur le cas des grands comptes. Alors, il me semble que chez les grands comptes, on a pas mal de solutions managées américaines pour le SaaS. Alors, là, le meilleur exemple est Office 365. Vous avez énormément de grands comptes qui utilisent Office 365. On a pas mal d'utilisation de cloud public de type Amazon, Microsoft ou même IBM, mais avec le concept du bring your own key, c'est-à-dire que c'est chiffré chez l'opérateur cloud public et puis c'est moi qui maîtrise mes clés de sorte à ce que la NSA normalement ne peut pas déchiffrer. Et puis des solutions de cloud privé, des solutions qualifiées selon des problématiques de classification et de criticité des données. Donc il me semble que c'est plutôt ça qu'on voit chez les grands comptes. Donc je dirais que chaque type d'entreprise a une approche un peu différente sur cette problématique d'urbanisation, de coût et de confiance. Là, j'essaie de donner un peu les grandes lignes de ce que j'ai pu observer. Voilà, je vais passer la parole à Michael, parce que je suis peut-être un peu débordé là. Du coup, il nous reste 15 minutes, Michael. Ouais, je vais essayer d'aller vite. Pour ma part, je vais être plutôt côté IaaSPaaS, ça concerne un peu plus mon travail au quotidien. Moi, ma problématique au sens large, c'est comment on fait pour maîtriser tous ces services qu'on utilise à droite à gauche. Et globalement, ces dernières années, que ce soit pour un seul cloud ou plusieurs clouds, une pratique qui est ressortie énormément, c'est l'utilisation d'infrastructures as code, qui est un des 3 pans de la méthodologie DevOps. Qu'on fasse du compute ou qu'on fasse du conteneur ou qu'on fasse du serverless, on a besoin d'un outil qui nous permet d'être capable de répéter ce qu'on crée. Si on est dans un seul cloud,
on a besoin de répéter les environnements. Si on est sur plusieurs clouds, on a besoin de se construire des environnements qui se ressemblent d'un cloud à l'autre. Alors, si on a fait ce choix du multi-cloud pour pouvoir avoir certaines sécurités, mais on a aussi besoin d'être capable d'évoluer les interconnexions, alors soit par API, soit par des cloud providers différents, entre les services. De mon côté, un outil que j'ai énormément massivement et de façon industrielle utilisé, c'est Terraform. Il y a un petit concurrent qui est apparu depuis quelques temps qui s'appelle Pulumi. J'en parlerai moins parce que je le connais moins, mais il est à mon sens tout aussi intéressant. Et je le vois un peu, pour faire une analogie au Seigneur des Anneaux, comme un anneau unique pour les gouverner tous. Pourquoi? Parce que avant d'avoir du Terraform, ou parce qu'il était trop jeune pour qu'on l'utilise, on avait tendance à utiliser je ne sais pas combien de technologies pour provisionner à coup de configuration ou de code des services à droite à gauche et faire en sorte que ces technologies aient un fonctionnement commun, c'était plutôt mission impossible. Et on en était à peu près dans toutes les entreprises où j'ai pu passer à finir par écrire du code glue entre tous ces outils. Terraform nous a sorti un peu de ce syndrome dans le sens où on va utiliser vraiment le même langage, le même système de configuration, quel que soit le service qu'on veut utiliser, que ce soit du IaaS, du PaaS. Et contrairement à ce qu'on peut penser, Terraform, ça ne se limite pas à provisionner de l'infrastructure, ça peut aussi créer des configurations dans des SaaS. Un exemple typique que j'ai en tête, c'est que moi, j'utilise énormément le service Datadog pour la supervision. Au tout début, je créais tous mes trucs Datadog à la main dans Datadog, hein, comme beaucoup de gens. Et c'était un peu compliqué à maintenir, c'était un peu compliqué à lier au reste. Et aujourd'hui, il y a un provider Datadog qui marche très bien et j'ai plus du tout d'utilisation ou de configuration manuelle de Datadog. Donc Terraform est capable de provisionner à peu près n'importe quoi, que ce soit de la machine virtuelle chez EC2, chez Google, chez Azure, que ce soit un cluster Kubernetes chez un des trois, que ce soit une base de données managée dans un de ces services ou des services en ligne. En plus de ça, il va nous permettre d'abstraire un peu ce qu'on en fait, c'est-à-dire que, alors, il y a une promesse qui est souvent faite, qui est un peu pipeau à mon sens, qui est de dire Terraform, j'écris du code une fois et ça va me provisionner de la même façon ma VM chez Azure, Microsoft ou chez AWS. C'est faux. Les paradigmes sont les mêmes, ça reste du déclaratif, mais chaque provider a sa syntaxe et sa façon de configurer ses machines. Par contre, dans Terraform, on a une notion de module qui va permettre de d'écrire un peu à notre sauce avec un espèce de langage interne. On peut le voir un peu comme un DSL, le fait d'utiliser des modules, que notre serveur pour notre société, on le déploie sans savoir vers quoi on le déploie. C'est l'équipe de production, l'équipe DevOps, appelez-la comme vous voulez, qui va gérer le code derrière pour que ce soit provisionné au bon endroit et qui va gérer la spécificité du cloud. Donc avec un outil comme Terraform, vous êtes capable d'abstraire un peu sur quel cloud je déploie. Le monitoring, on n'est pas obligé de l'appeler Datadog. Il va s'appeler Datadog à un moment dans votre code, mais ça peut être Supervision Monitor. Et du coup, vous êtes capable d'abstraire un peu tout ce que vous déployez, donner un niveau un peu plus vue d'avion de votre infrastructure et architecture. En plus de ça, ça va vous permettre soit de gérer toute votre infrastructure, quelle que soit où elle est située, en une fois ou séparément. C'est vous qui choisissez. Là, c'est la notion de layering de Terraform qui vous permet d'avoir le contrôle de tout ça. Il y a des outils aussi comme Packer qui vont vous permettre de packager des images de machines, des images de conteneurs, des images de ce que vous voulez pour préparer un peu des patrons de choses que vous déployez dans les divers clouds. Quand vous êtes sur un module, un mode type compute, vous n'êtes pas encore passé au conteneur ou à serverless, un problème qui arrive vite aussi, c'est ok, je sais instancier avec Terraform des machines un peu partout, mais maintenant, comment je les installe? Évidemment, Infrastructure as Code a aussi tout un pan là-dessus, et c'est d'ailleurs un des premiers trucs qui a été adressé parmi ces technologies. Donc, je pense aux technos comme Ansible, Salt et tous leurs consorts, qui permettent d'aller configurer de la machine en étant... Alors, on l'écrit dans le code, mais l'utilisateur de ce code ne se rend pas forcément compte s'il déploie sur du Windows, du Linux ou autre chose. Et du coup, on va cacher dans le code Ansible ou Salt la complexité d'agir différemment selon le système d'exploitation cible. Le mélange de ces technologies, c'est ça qui va faire qu'on va être capable d'automatiser le déploiement de tout ça, mais surtout de ranger. Il y a des patterns, il y a des bonnes pratiques pour ranger. À vous de prendre ce qui correspond le mieux à votre entreprise. À vous aussi d'en changer dans le temps, pour reprendre un peu les termes de Guillaume. Ça aussi, ça se refactor.
Quand on est une petite boîte, on va pouvoir se contenter, je sais pas moi, d'avoir un dossier par stack. Quand on est une très grosse entreprise avec énormément de composantes, ça marchera peut-être pas. Il va peut-être falloir avoir une hiérarchie un peu plus arborescente de comment on range tout ce code. Mais globalement, c'est assez souple et on arrive à peu près toujours à répondre aux besoins. Moi, un truc auquel je fais super attention quand je commence à utiliser, alors côté IaaS ou PaaS, des technologies cloud, c'est les technologies propriétaires des clouds. Je pense par exemple à ECS chez Amazon. Je pourrais pas vous dire que c'est une mauvaise technologie parce que je l'ai déjà utilisé sur des entreprises monocloud et ça marche extrêmement bien. Néanmoins, quand on est dans une approche multi-cloud, ça me semble très dangereux. Tout simplement parce que oui, vous allez déployer du conteneur, mais l'orchestration que vous allez en faire. Et quand on fait du conteneur, l'orchestration, c'est le nerf de la guerre. Elle va être totalement différente de ce que vous ferez dans un Kubernetes. De la même manière que votre façon de configurer vos conteneurs par environnement, par stack, par leur donner accès à quelque chose, ça n'a strictement rien à voir avec Kubernetes. Moi, je vais plutôt pousser dans ce cas-là à utiliser Kubernetes tout simplement parce que Kubernetes va fonctionner exactement de la même façon qu'il soit chez Amazon, Google ou Azure. Du coup, vous aurez fait une conf une fois, elle marchera partout pareil. De la même manière, les bases de données propriétaires, je pense à des Google Bigtable ou BigQuery ou Amazon a aussi des bases de données spécifiques. Je vais m'en méfier aussi parce que si mon objectif c'est d'être vraiment multi-cloud, est-ce que j'ai réellement envie de rester accroché à une base de données que je ne pourrais pas utiliser ailleurs? Est-ce que cette base de données va pas faire qu'au final, si demain Amazon décide d'exploser ses tarifs pour une raison que je connais pas aujourd'hui, je vais me retrouver bloqué chez Amazon alors que si je l'avais pas utilisé, je pourrais aller chez Google ou l'inverse, peu importe. Et de la même manière, les systèmes de cache propriétaires peuvent poser le même genre de problème. Par contre, là où je reste très ouvert dans l'utilisation de technologies cloud managées, c'est tout ce qui est service open source. Amazon propose de l'Elasticsearch as a service qui fonctionne extrêmement bien. Maintenir un cluster Elasticsearch, surtout quand il fait beaucoup de trafic, ça demande quand même des compétences spécifiques. Il ne faut pas juste savoir l'installer, il faut vraiment des experts Elasticsearch. Sinon, ça coûte vite très cher et c'est vite incontrôlable. Pourquoi s'en priver en fait? Si on n'a pas l'équipe adaptée, c'est vraiment dommage de ne pas aller vers ces technologies. Et vous allez retrouver ça pour tout un tas de bases, Redis, MySQL, Postgre, et j'en cite plein d'autres. Le seul cas qui, pour moi, peut pousser à aller vers des technologies propriétaires dans le cloud, c'est si vous êtes déjà dedans. C'est un choix que vous assumez, c'est un choix que vous avez pris, et vous voulez de toute façon rester dessus. Aujourd'hui, la plupart des hébergeurs proposent du VMware as a service. Donc, plutôt que de manager vos VMware chez vous, sur vos serveurs, vous pourriez avoir du VMware dans le cloud. Vous avez la même chose avec Hyper-V chez Azure. Ils proposent également quelque chose qui permet de migrer des VM Hyper-V que vous avez chez vous, chez eux. Tu peux passer au slide suivant, Guillaume, s'il te plaît. Aujourd'hui, quand on veut vraiment rentrer dans une approche multi-cloud, le compute, ça marche, mais ça va demander beaucoup, beaucoup de travail. Globalement, les entreprises que j'ai pu accompagner, suivre ou gérer d'un point de vue infrastructure, qui s'en sortent avec du multi-cloud, alors je parle plutôt d'aller chercher les meilleurs tarifs ou de faire de la très haute disponibilité, parce que tous les clouds n'ont pas des points de présence partout dans le monde. Alors, ils en ont presque partout, mais des fois, sur certaines régions, certains clouds vont être plus pertinents que d'autres. Globalement, ça repose quasiment toujours sur soit du conteneur, soit du serverless. Clairement, Kubernetes, c'est aujourd'hui la solution qui est la plus mature si on est prêt à rentrer dans son univers. Mais mes collègues le disaient tout à l'heure, il y a un ticket d'entrée qui est assez élevé. Il ne faut pas se lancer dans Kubernetes sans des experts du sujet. Dans tous les cas, tous les clouds d'aujourd'hui proposent du Kubernetes managé, même OVH, même des petits hébergeurs qu'on va moins citer dans ce genre de présentation. Et l'avantage, c'est que vos configurations vont rester les mêmes partout. Les seules particularités que vous allez avoir à adresser, c'est tout ce qui touche au réseau, puisque chaque cloud provider a son fonctionnement réseau interne. Ça se ressemble, mais il y a des spécificités, notamment au niveau des load balancers, des règles de sécurité, de ce que vous voulez, qui peuvent vous faire des blagues. Et globalement, votre code va diverger uniquement sur ces parties-là. Et on a le stade final qui, à mon sens, n'est pas encore aussi mature, qui est serverless. Donc serverless, l'idée, c'est d'avoir vraiment que du code, zéro infrastructure, même pas de plateforme à gérer comme Kubernetes, etc. Je déploie du code, je ne me préoccupe pas de comment il tourne, sur quoi il tourne, comment il scale, etc. C'est mon cloud provider qui s'en charge. Alors, on peut faire du serverless sur du Kubernetes. Et c'est, à mon sens, si on ne veut pas avoir un truc trop complexe à gérer, la solution la plus propre et simple à gérer aujourd'hui. Par contre, ce ne sera pas la plus performante.
clairement, aujourd'hui, si on veut faire du serverless performant, il vaut mieux utiliser les solutions des cloud providers. Sauf que la promesse initiale de serverless, c'est d'écrire une fonction et on la déploie sans s'en occuper. C'est pas totalement vrai, puisque d'un cloud provider à l'autre, la façon de gérer les événements qui rentrent et qui sortent de vos fonctions ne sera pas les mêmes. Du coup, vous allez vous retrouver à écrire du code glue pour gérer ces entrées-sorties de vos fonctions de façon différente d'un cloud à l'autre. Si tu peux passer au suivant, Guillaume. Après, une fois qu'on a réussi à arranger tout ça, qu'on a réussi à déployer tout ça, qu'on a réussi à automatiser tout ça, bah évidemment arrive la problématique de l'exploitation. Il y a un truc qui restera toujours complexe à moins de faire du serverless, c'est la gestion des mises à jour des systèmes d'exploitation. Et quand on fait du Kubernetes, on ne va pas mettre à jour de l'Ubuntu, du Debian ou du Windows, mais il faut aussi mettre à jour Kubernetes. Chaque stack fonctionne différemment, chaque stack a sa stratégie pour faire les mises à jour, et il va falloir la tester avant d'aller en production, parce que ça peut vite être bloquant si vous n'avez pas prévu le coup. De la même manière que les stacks serverless peuvent être mises à jour par les cloud providers, et si vous ne suivez pas ces mises à jour, vos fonctions pourraient ne plus marcher. Il y a un autre point qui est hyper important quand on fait de l'infrastructure, c'est la supervision. Moi, un truc que je déconseille totalement, c'est d'utiliser les stacks de supervision des cloud providers. Je refuse d'utiliser du CloudWatch, je refuse d'utiliser Stackdriver chez Google, tout simplement parce que si demain, tout Google est par terre, je n'ai même plus ma supervision, alors qu'elle va peut-être superviser autre chose que des choses chez Google. Alors, le cas tout Google est par terre est quasi impossible, vous allez me dire, mais on ne sait jamais. Mais surtout, si j'ai des choses à droite à gauche, j'ai évidemment besoin de collecter des métriques à l'extérieur du cloud provider, et la collecte de métriques plus la bande passante qui va avec sont facturées de façon assez chère quand c'est pas en interne du cloud provider. Donc si je commence à avoir des choses un peu partout, c'est très embêtant. En plus de ça, évidemment, le monitoring de Google marche beaucoup mieux avec les ressources de Google et le monitoring d'Amazon avec celle d'Amazon. Du coup, je pousse plutôt vers des solutions type Datadog qui sont agnostiques du cloud provider utilisé et qui vont me permettre de gérer tout ce que j'ai partout de la même façon. Il y a un autre point qui est, alors ça a été déjà pas mal adressé par mes collègues, mais pour gérer et sécuriser les échanges entre sources et services, mais aussi entre les postes de travail de vos développeurs, des exploitants, des métiers, et peut-être même des fois pour faire du réseau entre plusieurs cloud providers. C'est un point à pas négliger quand on se lance parce que ça peut avoir un impact sur votre architecture. Et du coup, il faut regarder assez rapidement dans les cloud providers que vous aurez choisis ce qui est disponible en termes de VPN. Sinon, vous vous retrouverez peut-être à devoir faire du service mesh. Alors, service mesh, c'est super, c'est à mon sens l'avenir quand on fait du conteneur et du microservice, mais le ticket d'entrée du service mesh, je peux vous le garantir, est très élevé. Et c'est comme beaucoup de ces outils, c'est excellent sur le papier, à mettre en œuvre, c'est pas simple. Et puis, moi, ma stratégie multi-cloud, alors dans mon cas, c'est un avis totalement personnel, elle va plutôt porter sur utiliser ce qu'il y a de mieux partout. L'idée, c'est que, par exemple, Route 53, chez Amazon, il n'y a pas vraiment de concurrence aujourd'hui, à part chez des trucs très premium, style Akamai, NS1, etc. On n'a pas toujours les moyens d'utiliser ces services. Route 53, c'est pas très cher et ça permet de faire plein de choses au niveau DNS qu'aucun autre cloud provider ne sait faire. Notamment faire des health checks derrière les DNS pour éviter de renvoyer une IP qui est pas saine. Évidemment, pour faire du Kubernetes managé, Google est bien meilleur que les autres, tout simplement parce que c'est eux qui sont à l'initiative du projet Kubernetes. Et du coup, vous aurez aussi accès en avance de phase à tout un tas de fonctionnalités que vous n'aurez pas chez les autres. Et évidemment, si vous êtes sur un écosystème Microsoft, il y a de grandes chances que vous vous y retrouverez mieux chez Azure, qui est spécialiste de tout l'écosystème Microsoft. Et enfin, excusez-moi, j'ai pas fini. Si vous vous retrouvez vraiment à provisionner des choses partout à très grande échelle, il manque un espèce d'outil pour unifier tous les outils que je viens de dire. On se retrouve à manipuler plein d'outils et ça peut faire peur. Il y a des initiatives qui commencent à fonctionner. J'en ai une en tête que je suis prêt qui s'appelle Anthos. C'est une solution proposée par Google qui va permettre de gérer des clusters Kubernetes et d'autres ressources chez différents cloud providers de façon unifiée avec un système de configuration unifié. Voilà, tu peux passer au suivant. Et dernier élément hyper important, ça a été évoqué aussi, c'est la gestion financière de tout ça. Pierre-Frédéric le disait, quand on dépense 10 000 euros et 10 millions d'euros, on n'a pas les mêmes problèmes. Alors même pour une petite boîte, 10 000 euros, ça peut être énorme, mais on va des fois avoir besoin de l'optimiser. L'idée, c'est de faire en sorte de ne pas subir ces factures. Et un conseil que je peux donner aux entreprises qui commencent à envisager le cloud vers le multi-cloud, c'est de ne pas vouloir faire un
un décalage simple de son infrastructure on-premise dans du cloud, tout simplement parce que dans tous les cas, ça vous coûtera beaucoup plus cher. C'est des choses que j'ai vécues sur le précédent projet, où on avait une infra on-premise qui coûtait 10 000 € par mois. Il a été imposé par la direction de la migrer telle quelle, sans aucune modification dans le cloud, et on est passé tel quel, avec le même trafic et la même charge, à 70 000 € par mois. Et sur une petite boîte, c'est indécent et c'est pas gérable. Du coup, pour moi, pour utiliser le cloud, il faut tout de suite revoir son architecture, en fait, pour à la fois en faire quelque chose d'autoscalable, et c'est ce côté autoscalable qui va nous permettre de scaler les coûts aussi. Globalement, l'autoscalabilité, quel que soit le composant que vous utilisez, c'est ce qui vous permet d'encaisser un pic de charge, mais c'est aussi ce qui vous permet de maîtriser ce que vous dépensez dans le cloud et d'utiliser intelligemment cette facturation des ressources qui est faite à l'heure, à la minute ou à la seconde. Il y a des trucs dont il faut, à mon avis, se méfier. Il faut faire une étude de cas, pas juste se lancer dans ça marche ou ça marche pas. Je pense notamment à serverless. J'ai eu des blagues sur des projets ou sur des petites choses qui étaient peu appelées. C'était tout à fait pertinent parce que ça demandait zéro exploitation. Et j'ai eu des cas, je pense notamment au lambda AWS qu'on peut mettre à chaque requête qui passe sur un CDN. Si on est sur un truc qui fait 10 000 requêtes secondes, ça fait 10 000 invocations de la lambda à la seconde et on arrive vite à une facture énorme. Donc, il faut se méfier financièrement des lambda. Aujourd'hui, les modèles de facturation sont pas hyper souples et font que, même si c'est merveilleux d'un point de vue technique et développement, la facturation devient vite incontrôlable. Un point que j'aime bien citer aussi, et Pierre-Frédéric en a parlé en début de cette présentation, c'est le plus j'achète, moins c'est cher. Globalement, tous les clouds, tous les trois gros et même les moins gros, plus vous allez consommer chez eux, plus ils seront aptes à vous faire des tarifs hyper intéressants. Sur les infrastructures que je gère moi, qui ont beaucoup de machines, hein, c'est un millier de machines, on n'a pas du tout les mêmes tarifs de compute et surtout, le nerf de la guerre dans le cloud, c'est la bande passante. Et du coup, je ne paye pas du tout les mêmes tarifs de bande passante qu'une entreprise qui aurait 10 VM et les tarifs publics affichés. Et en fait, les gros cloud providers aujourd'hui sont plus que conscients que le nerf de la guerre, c'est la bande passante. Ils font tout pour eux-mêmes l'acheter le moins cher possible, sauf qu'ils sont face à la même problématique. Pour pouvoir l'acheter pas cher, il faut qu'ils en consomment beaucoup. Et du coup, bah, ça les intéresse d'avoir des clients qui s'engagent sur une consommation de bande passante annuelle ou mensuelle pour pouvoir derrière proposer des tarifs intéressants. Et enfin, moi, je vous conseillerais vraiment de ne pas vous lancer, en tout cas sur le côté vraiment infrastructure as code et plateforme as a service, sans une équipe mature. Le développeur qui fait de l'infra parce que ça dépanne, le mot est choisi, ça dépanne. Quand votre entreprise va devoir scaler vraiment, c'est un métier et je vous conseille vraiment de vous tourner soit vers des sociétés de services spécialisées, soit vers de l'embauche interne de gens qui maîtrisent tous ces outils, qui sont capables d'architecturer autour de ces outils et qui sont capables de comprendre vraiment ce qu'ils font et pas juste de faire marcher. Globalement, il faut dès le départ prendre en compte cette problématique de coût et c'est pour ça que je mets que ça devient un job à plein temps. Parce que les clouds, ça apporte beaucoup de souplesse, beaucoup d'avantages, mais tout est cher. Prévoir, c'est difficile, c'est très compliqué et moi aujourd'hui, je ne sais pas m'engager sur une facture à un montant exact. J'arrive en fonction du trafic, s'il est estimable, à dire à quelques pourcents près, on en aura globalement pourtant ce mois-ci, mais c'est pas possible de prévoir à l'euro près la facturation qu'on va avoir sur un cloud où on facture tout à l'usage. Globalement, si vous avez qu'une petite infra avec un tout petit trafic, ça va être gérable parce que bah, la fluctuation, elle va peut-être être de 50, 100 euros, peut-être 1000 pour un peu plus gros. Mais quand on est sur des trucs où la fluctuation peut être en dizaines de milliers, centaines de milliers ou millions d'euros, ça va clairement demander des gens qui ne font que ça, que de optimiser les coûts. Et on peut se faire accompagner par les cloud providers. Ils ont tous des spécialistes de ça. Voilà. Et tout ce que je viens d'évoquer, bah, à mon sens, c'était déjà difficile sur un seul cloud, mais sur plusieurs, il faut clairement un, pas négliger l'outillage et deux, se faire aider par des spécialistes. Voilà. Merci, merci messieurs pour ce partage d'expérience très intéressant. Ce que je retiens, et quelques messages en synthèse de cette présentation, c'est qu'on voit bien que les offres cloud, elles sont de plus en plus matures et foisonnantes, et elles vont nous permettre d'aller chercher le meilleur dans une approche best of breed.
C'est quelque chose de compliqué et il faut se poser un certain nombre de questions et arbitrer entre des dimensions qui sont la performance, la qualité du service que j'achète, les coûts, et puis en même temps maîtriser la complexité et puis savoir utiliser les bons services en fonction de la sensibilité des données qu'on a. On est dans une situation où les approches multi-cloud s'imposent. On a toutes ces offres à notre disposition et toutes les entreprises aujourd'hui majoritairement vont être dans ces approches multi-cloud qui posent elles-mêmes un certain nombre de défis avec des pistes de solutions qu'ont présentées Guillaume et Michael. Moi, j'ai retenu une chose qui me paraît intéressante, c'est ce que j'appelle l'agilité de l'architecture, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'on construit un système dans le cloud et qu'il va rester inchangé pendant 15 ou 20 ans, mais qu'il y a une question d'évolution des besoins dans le temps et que en fonction de l'évolution de ces besoins, on va potentiellement réarchitecturer régulièrement pour tirer profit des services adaptés en fonction de ce qu'est ce besoin. Donc il faut être agile et être capable de faire évoluer son architecture au fur et à mesure de ces évolutions. Et finalement, un point qui était commun à toutes nos interventions, hein, c'est que c'est un sujet qui est quand même relativement complexe, qui nécessite d'avoir les bonnes compétences dans l'équipe, hein, ou de se faire aider par des partenaires qui ont ces compétences-là, et qu'en plus, comme les offres évoluent, il faut finalement faire évoluer aussi ces compétences très régulièrement. Et c'est en cela qu'un acteur comme Central Supélec XZ est pertinent pour vous accompagner. Hein, donc, on a une offre de formation sur tout un tas de domaines, puisqu'on est une école pluridisciplinaire. Hein, donc, néanmoins, on a bien compris que l'IT est au cœur des problématiques des entreprises aujourd'hui, et on a une offre sur toutes les technologies modernes de systèmes d'information, que ce soit au niveau de la data science, du cloud, de la sécurité, de l'Internet des objets. Sur ce sujet du cloud en particulier, on a une formation en 10 jours qui a l'ambition, si vous voulez, de vous faire monter en compétence à la fois sur une vision globale de ce qu'est le cloud, le panorama du marché, comment on définit une stratégie cloud, comment on pilote une transition vers le cloud, quels sont les enjeux en termes de sécurité et en termes de contraintes légales, et ensuite des sujets plus techniques sur l'architecture de solutions cloud, avec un parti pris que nous avons qui est de ne pas faire de la formation produit, mais plutôt d'apporter un certain nombre de bonnes pratiques et de patterns d'architecture qui sont génériques, qui sont réutilisables chez différents fournisseurs de cloud. D'ailleurs, cette formation est souvent suivie par des participants qui font cette formation plus ensuite une formation certifiante d'architecte AWS ou GCP ou Azure. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt de donner un certain nombre de grands principes qui nous permettent de construire des solutions qui, justement, seront compatibles avec du multi-cloud, puisque ces bonnes pratiques peuvent être appliquées de manière agnostique du fournisseur de cloud que vous allez sélectionner. Et on a deux voies, donc une voie plutôt pour des architectes infrastructure et une voie plutôt pour des développeurs qui veulent faire massivement du cloud. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention. On a légèrement dépassé, mais nous avons quand même un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Alors le fonctionnement du webinaire est tel qu'on prend les questions qui remontent dans le chat, et puis je les distribue à nos participants, à nos intervenants, pardon, en fonction de la nature de la question. Ok, bon, je vois qu'il n'y a pas de questions de la part des participants. Comme on a un petit peu dépassé le temps, je vous propose de conclure ici cette session. Si vous avez des questions ultérieurement sur notre présentation ou sur nos formations, n'hésitez pas à nous recontacter par mail. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Merci à Guillaume et Michael, et bonne continuation à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.